Bien, donc on va débuter ce quatrième cours là sur les composés à base de carbone, les matériaux carbonés. Et donc ce cours va être centré sur les nanotubes de carbone. C'est un sujet qui a largement été débattu dans la littérature. Tout le monde connaît un petit peu les nanotubes de carbone. Donc au cours de cette leçon, je vais essayer de vous parler des nanotubes de carbone, pas de A à Z, mais presque. La seule chose dont je ne parlerai pas, ce sont des applications dans le domaine biomédical, parce que j'en ai déjà parlé dans des cours précédents, et que vous allez également avoir une conférence qui va être faite par Emmanuel Flao dans le cadre du colloque, centrée sur justement la toxicité des composés carbonés. Donc en ce qui concerne donc les nanotubes de carbone, en fait, ces nanotubes, ce sont finalement, vous voyez le graphite avec sa structure lamellaire, des feuillets de type graphène, graphénique. Et en fait, ces nanotubes, ce sont finalement le résultat finalement de l'enroulement d'un de ces feuillets, dans lesquels tous les carbones sont hybridés sp2, c'est-à-dire que dans le plan, il y a trois liaisons fortes qui permettent de fabriquer finalement ces réseaux hexagonaux. Et puis vous avez, perpendiculaire à ce plan, vous avez une densité électronique, une orbitale en fait, qui va permettre, via en fait, des conjugaisons, de construire le réseau, je dirais, de conduction finalement de ces matériaux-là. Et donc c'est un feuillet graphénique que l'on enroule en fait, pour former finalement un tube. Alors, au niveau des tailles caractéristiques, les longueurs, en fait, c'est typiquement de l'ordre de quelques microns, voire jusqu'au millimètre, mais c'est souvent quelques microns, dizaines de microns, centaines de microns. Et les diamètres vont typiquement de 1 à 10 nanomètres pour la plupart des systèmes à base de nanotubes. Alors, comment construit-on finalement à partir d'un feuillet ce type de nanotube? Alors, imaginez simplement un grillage hexagonal, un cage à poules. Eh bien, vous savez tous qu'il y a plusieurs façons finalement d'enrouler un grillage. Il y a une façon assez, je dirais, simple, qui est vous voyez, je l'enroule le long de tous les sommets hexagonaux, par exemple. Donc ça, c'est une façon. Ou bien, je vais prendre toutes les diagonales en fait, de mes hexagones. Et puis, je vais avoir toutes les autres possibilités, un nombre innombrable, qui vont être différentes de ces deux-là. Et donc, en fonction du mode de recouvrement, du mode d'enroulement de mon tuyau, je dirais, de mon tube, eh bien, je vais avoir des propriétés qui vont être différentes. Alors, si je fais ça avec un dessin un peu plus joli que du grillage à poules, ça donne ceci. Donc, je recouvre en fait les sommets, vous voyez, première. Soit je prends les diagonales, soit je prends à peu près n'importe quelle autre direction. Alors, ça donne donc trois grandes familles de nanotubes. Je dirais, le long de cette direction, au sommet des hexagones, c'est ce qu'on appelle des nanotubes en zigzag. Le long, en fait, de la diagonale, je vais avoir des nanotubes qui vont être appelés des fauteuils ou des chaises, en fait. Parce que finalement, quand on regarde sous un autre angle, ça fait un petit peu des appuis bras d'un fauteuil, etc. Vous allez le voir. Et puis, le long de à peu près toutes les autres directions, eh bien, je vais avoir ce qu'on appelle des hélicoïdes chiro. Alors, si on veut faire un peu plus savant, on met ça dans un espace vectorial et on décrit finalement un vecteur de chiralité avec deux composantes. Et selon finalement les indices de ces deux composantes, si j'ai en fait deux composantes égales, n égale m, eh bien, je vais tomber sur les nanotubes de type fauteuil. Si j'ai un indice qui est égal à 0, eh bien, je vais obtenir ce qu'on appelle les nanotubes zigzag. Et pour toutes les autres directions, je vais obtenir un vecteur en fait quelconque qui va être un hélicoïde chiral. Alors, c'est assez... voici d'autres représentations. Et là, on voit bien finalement pourquoi on appelle finalement ceci des systèmes chaises, parce qu'on retrouve finalement les dossiers, ça c'est un système zigzag, etc. Finalement, ça correspond à la topologie des objets que l'on forme. Alors voici, par exemple, un enroulement hélicoïdal. Vous voyez, donc ça c'est modélisé, mais on le voit très très bien, en fait, cet hélicoïde en microscopie par effet tunnel et même par des méthodes de microscopie en haute résolution. Alors, ce qui est important, en fait, dans ces
ce n'est pas d'obtenir des shades, des zigzags, c'est que les propriétés vont être très différentes. Pourquoi? Parce que, en fait, en particulier, ce qui assure la conductivité électrique, c'est le recouvrement des orbitales P qui sont perpendiculaires au fameux plan des orbitales hybrides sp2. Et donc ça va dépendre fortement de la courbure des plans et donc de l'hélicité du nanotube. Et vous comprenez bien que les recouvrements ne vont pas être les mêmes, justement, dans ces trois directions. Alors, pour faire simple, je dirais qu'à partir du moment où vous avez des nanotubes qui prennent la conformation chaise, eh bien, on va retrouver des conductivités, des recouvrements optimum, et ça va donner droit à des propriétés métalliques. Et puis pour les autres, en général, ce sont des semi-conducteurs qui vont être plus ou moins bons en fonction du recouvrement. Vous allez avoir des semi-conducteurs à large gap ou à gap plus étroit. Et donc vous allez avoir parmi ces semi-conducteurs, finalement, des familles de semi-conducteurs avec des propriétés un petit peu différentes. Alors les nanotubes, en fait, la vue qu'on en a, c'est qu'ils peuvent être ouverts. Un tube peut être ouvert ou fermé. Là, je ne vous apprends rien. Et au niveau des processus de fermeture, et finalement, ça suit ce qu'on a vu l'autre jour, la semaine dernière pour les fullerenes, ça suit la fameuse règle de fermeture de l'air, où en fait, pour arriver à former des calottes sphériques ou des sphères, eh bien, il faut assembler des hexagones et des pentagones en particulier. Et donc, vous voyez qu'en fonction finalement du type de nanotube, eh bien, vous allez avoir des fermetures soit avec un demi-C60, un demi-C70 ou un demi-C80 pour finalement obturer le nanotube. Alors les nanotubes en fait qui existent, vous pouvez avoir un nanotube unique, c'est-à-dire un nanotube monoparoi, et au niveau de l'étude des propriétés physiques, ce sont souvent les plus intéressants, parce que finalement, vous allez voir, c'est suffisamment compliqué, mais au moins là, on a un objet unique avec lequel on peut étudier en fait un certain nombre de propriétés. Mais au cours de la synthèse, vous pouvez également faire ce qu'on appelle des systèmes multiparois. Hein, et donc, ce sont des objets robustes en général, mais qui présentent en fait une plus grande complexité au niveau de l'analyse, tout du moins, des relations structure-propriété. Alors, ces nanotubes, en général, eh bien, ils sont relativement hydrophobes, donc en fait, ils s'assemblent en agrégats, en faisceaux, puisque vous avez en fait finalement des objets fortement anisotropes. Et je vous ai très souvent dit au niveau des leçons que j'ai fait pendant ces dernières années, que c'est que bon, le critère d'anisotropie, c'est que finalement, quand vous avez des objets anisotropes, en général, vous avez des assemblages qui ne sont pas, je dirais, totalement désordonnés. Donc ça, ce que vous voyez ici, c'est une microscopie électronique, justement, d'un faisceau de nanotubes monoparois. En fait, j'ai utilisé la version anglaise, single wall carbon nanotubes, ou multi-wall carbon nanotubes. Donc en fait, ici, vous avez des systèmes multiparois, en fait, qui peuvent être simplement du type poupée russe ou parchemin. Donc ça se visualise, bon ça c'est un cartoon comme on dit, mais on le visualise assez bien justement par microscopie électronique, forcément haute résolution pour arriver à compter finalement le nombre de parois qui sont concentriques. Hein. Donc vous voyez les distances caractéristiques entre cylindres, eh bien ça correspond à peu près en fait aux distances en fait que l'on retrouve dans les feuillets de graphène qui constituent le graphite. Alors maintenant, on va regarder assez rapidement, je dirais, l'histoire des nanotubes. Alors d'abord, l'existence des nanotubes, je pense que les nanotubes ont existé dès que l'homme a su faire du feu, c'est-à-dire 500 000 ans avant Jésus-Christ, ou il y a 500 000 ans à peu près, je dirais. Alors au niveau donc de leur existence, eh bien, récemment, vous voyez, dans un travail de 2006, l'analyse finalement de ces fameuses épées de Damas, qui sont connues en fait pour leurs propriétés mécaniques exceptionnelles et surtout pour leurs tranchants. Et donc ça a permis de causer, je dirais, pas mal de dégâts chez les croisés en particulier. Eh bien, il y a une analyse récente qui montre, vous voyez, par microscopie électronique, que, en fait, à l'intérieur, ce qui crée les propriétés mécaniques, finalement, ce sont des nanophiles de cémentite, hein, c'est un carbure de fer, qui sont encapsulés dans des nanotubes de carbone. Et donc, l'analyse, en fait, de certaines de ces lames, de ces épées, vous voyez ce que vous voyez ici, c'est des nanotubes de carbone multiparois, et puis, bon, ici, ils sont courbés.
montre finalement qu'au niveau de la métallurgie de l'époque, bon, sans le savoir bien entendu, eh bien, il y avait des recettes, des procédés qui permettaient finalement d'inclure dans des métaux ces fameux nanotubes de carbone qui sont connus pour leurs propriétés mécaniques, je dirais, relativement remarquables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau du temps? Ça veut dire que bon, c'est des épées qui ont été étudiées, bon, c'est des épées qui ont été construites au XVIIe siècle, mais les croisades, c'était typiquement 11-12e siècle au départ. Et en fait, les aciers qui étaient utilisés à l'époque, c'était des aciers qui provenaient de l'Inde ancienne. Et quand on remonte en fait à ces aciers-là, ben, c'est 1000 ans avant Jésus-Christ, typiquement. Donc, des nanotubes de carbone dans des métaux pour augmenter finalement certaines de ces propriétés, bon, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Alors maintenant, si je regarde plus l'histoire scientifique. Alors l'histoire scientifique, quand on regarde ce qui a été écrit il y a à peu près 228 ans, il y a un travail qui a été breveté par ces deux collègues, Carbon Filament from Thermal Decomposition of Methane. Donc typiquement, c'était au moins peut-être pas des nanotubes, mais c'était déjà des filaments de carbone qui avaient été découverts. Et puis maintenant, si on regarde les travaux des Russes, 1952, évidemment, il y avait toujours, le mur qui empêchait finalement les scientifiques de communiquer, mais 52, ce que vous voyez ici en microscopie électronique avec les outils de l'époque, il ne faut pas oublier qu'on a fait énormément de progrès, ben ce sont des choses qui ressemblent en fait à des tubes, c'est du carbone. Alors est-ce que ce sont des monoparois ou des multiparois? Sans doute des multiparois, mais globalement, il y a déjà, je dirais, un certain antécédent. Ensuite, si on regarde un petit peu plus proche de nous les travaux d'Oberlin, bien à nouveau, ce que l'on voit ici, c'est qu'on est très très proche de nanotubes de carbone et sans doute des monoparois, en fait des choses qui sont assez fines. Et si l'on continue dans la littérature, on trouve un certain nombre de travaux où les gens, finalement, sans, je dirais, faire toute une communication autour des nanotubes de carbone, ont déjà un peu découvert les nanotubes de carbone, en particulier les multiparois. Pour des raisons de résolution, on ne peut pas trancher sur le fait est-ce que ce sont des multiparois ou des monoparois, parce qu'à l'époque, finalement, les méthodes de caractérisation et d'analyse n'étaient pas suffisamment performantes. Alors le grand boom, ça arrive en 91 et 93, je dirais, avec les travaux d'Ijima au Japon, qui finalement fait exploser le domaine. Et vous allez voir dans mon dernier transparent l'évolution du nombre de publications. Clairement, le démarrage en fait de toute la mode et toute la recherche finalement sur les nanotubes, c'est typiquement 91-93. Alors pourquoi finalement ça a fait tout ce battage? D'une part parce qu'il a eu les outils de microscopie électronique haute résolution qui lui ont permis vraiment d'isoler des nanotubes de carbone monoparois. Donc globalement, il y a l'article qui montre vraiment ce que c'est, que ce sont des nanotubes monoparois. Publié un petit peu avant en 91, c'était des multiparois et les monoparois en 93. 93, qui a publié en fait à un mois d'intervalle, vous avez le groupe Ijima, c'est NEC, donc c'est un industriel, et Bethune, c'est IBM. Donc les deux articles sont sortis à moins d'un mois d'intervalle. Donc en fait, c'était ce qu'on appelle un sujet qui devait être assez chaud à l'époque pour les raisons, je dirais, des applications. Et pourquoi il y a eu cette résonance? Eh bien, il y a eu une résonance importante de mon point de vue parce que d'une part, il y a eu la résonance avec les fameux travaux des Fullerene, dont je vous ai parlé la dernière fois. En fait, ces articles-là ont été publiés grâce à la poussée de deux industriels qui ont vraiment une bonne position sur le marché, que ce soit NEC ou IBM. Peut-être que si c'était un Français, il ne l'aurait peut-être pas publié là, pour être clair, dans Nature. Donc un journal multidisciplinaire de grand tirage, donc ça c'était très bien. Et puis 90, c'est le moment où au niveau société, en tous les cas la société scientifique, on est arrivé dans l'ère du nano. Et il y avait un point supplémentaire à mon avis, c'est que les années 90, tout le monde a commencé à penser en sciences utiles et appliquées. Il faut que la science serve à quelque chose. Donc vous voyez, c'est tout un ensemble d'arguments, tout un ensemble d'arguments qui font que finalement ça a fait beaucoup de bruit et le terrain a démarré de façon importante. Évidemment, les propriétés. Alors au niveau des méthodes de synthèse des nanotubes de carbone, il y a 4 voies principales. Il y a des voies plutôt à haute température. L'évaporation du graphite, il faut arriver à des températures au-dessus de 3200 degrés.
Donc localement, il faut ces températures-là. Évidemment, à l'intérieur des enceintes, on a des températures qui peuvent être un petit peu plus basses, mais pour générer finalement, pour évaporer du graphite, c'est ce genre de température qu'on doit atteindre, donc haute température. Et puis d'autres voies, qui sont plutôt des voies de température plus basse ou intermédiaire, l'électrolyse de sel fondu ou le dépôt chimique en phase vapeur, ce qu'on appelle CVD. Hein. Et donc, vous avez ici en fait aussi les productions par jour quand on fait une manip. Ça, c'est des 50 à 100 grammes. En CVD, aujourd'hui, on peut produire en fait de l'ordre de 50 kg journaliers. Hein. Donc, en fait, ce sont ces 4 grandes voies de synthèse que je vais vous décrire assez rapidement. Donc, la première, l'arc électrique, enfin, c'est un peu le même principe qui avait été utilisé, je dirais, pour la synthèse des fullérenes. En fait, vous avez une anode en fait, qui est en graphite qui va être consommée, et donc c'est l'anode finalement qui va générer finalement les espèces qui vont venir en fait se condenser sur la cathode et former finalement les nanotubes de carbone. Alors, en général, ces anodes-là sont dopés avec des centres métalliques simplement parce que ces centres métalliques vont servir de catalyseurs. Alors bon, dans les données que j'ai trouvées les plus intéressantes dans la littérature, si vous avez une anode composite graphite, nickel, yttrium par exemple, vous pouvez obtenir en fait 90% de tubes monoparois avec des distances, vous voyez, d'1,4 nanomètre avec une production assez conséquente. Voilà, typiquement, ça c'est une image qui représente justement ces méthodes basées sur un arc électrique. La seconde méthode haute température, c'est l'ablation laser d'une cible de graphite. Donc là, vous bombardez en fait avec un laser une cible de graphite, vous évaporez finalement des composants qui vont venir en fait condenser dans un second temps. Et à nouveau, cette cible de graphite peut être dopée ou non, hein, avec des métaux qui en général sont des métaux du genre cobalt, nickel, cuivre, hein, donc des métaux de transition, et qui vous permettent justement de déposer ces nanotubes de carbone. Hein. Donc principalement avec ces méthodes basées sur l'ablation laser, hein, on peut très bien contrôler les diamètres en fonction des paramètres de la réaction et en particulier la température. On a un relativement bon contrôle sur la croissance avec ces méthodes-là. Par contre, c'est de loin en fait des méthodes qui sont très très coûteuses. Donc ça, c'était des méthodes plutôt haute température. Alors vous voyez, ça peut donner des ensembles en fait de nanotubes et en général, ce que l'on obtient, c'est quand même des composés qui sont en mélange en fait avec des résidus, des coques de carbone, des résidus catalytiques une fois qu'ils sont formés. Donc en fait, bien entendu, il va y avoir besoin de tout un ensemble d'étapes de purification sur lesquelles je reviendrai. Donc après, par exemple, ça, ce sont des nanotubes obtenus par synthèse à l'arc électrique, après purification par chauffage à l'air, par exemple, et pyrolyse en fait de tout ce qui est particulaire. Vous voyez, bon, on obtient des systèmes qui sont relativement, je dirais, acceptables au niveau de la microscopie. Alors au niveau donc, des méthodes de synthèse basse température, bon, il y a une méthode qui est intéressante parce qu'elle est assez facile à mettre en œuvre. Par contre, c'est un procédé qui est peu cher également, mais avec des rendements qui sont assez faibles. Et donc c'est une méthode basée sur de l'électrolyse en fait. Dans une première étape, ce que vous faites, c'est que vous faites un composé d'insertion, vous intercalez finalement dans des feuillets graphitiques du lithium, et ensuite, en fait, vous avez un processus d'exfoliation de ces feuillets de graphite et enroulement en fait, de ces feuillets pour former des nanotubes. Donc ça, c'est une méthode de synthèse peu coûteuse, mais qui demande, dans une deuxième étape, pas mal de purification. Et puis, c'est assez difficile d'obtenir en fait, des populations en quantité et en sélectivité raisonnable, par exemple, de nanotubes de carbone monoparoi par cette méthode. Alors, la quatrième méthode, c'est ce qu'on appelle le dépôt chimique en phase vapeur. Donc, on va travailler dans des températures intermédiaires, vous voyez, entre 700 et 1000 degrés. Et bon, il y a plusieurs variantes du dépôt chimique en phase vapeur. On peut travailler avec des filaments chauds, ça peut être assisté par plasma, assisté par micro-ondes. Vous avez pas mal de méthodes en fait, qui peuvent être utilisées. Alors, le principe, c'est d'injecter finalement un aérosol qui va être une source de carbone. En fait, il faut une source de carbone, donc ça peut être le méthane par exemple. Et puis en même temps, vous avez deux options. Soit vous injectez en même temps
un précurseur métallique du fer ou du nickel, et par décomposition, ce que vous allez faire, ce sont des petites particules de fer métallique ou de nickel métallique qui vont être les catalyseurs, soit finalement vous positionnez directement sur un substrat finalement les nanométaux qui vont être finalement les sites catalytiques. Et l'ensemble du gaz en fait est porté par un gaz vecteur qui est souvent l'argon. Alors au niveau des qualités de ce genre de procédé, vous avez une pureté qui est relativement bonne, vous avez un très bon contrôle des conditions de croissance, et en particulier, je vais vous montrer au cours de cet exposé un certain nombre de matériaux qu'on peut obtenir grâce à la CVD. Vous allez voir qu'on a une très belle sélectivité. Et puis, vous avez la possibilité, évidemment, puisque vous pouvez jouer sur les substrats, leur nature, sur une possibilité d'orienter finalement la croissance, d'orienter les nanotubes par rapport à un substrat. Alors, au niveau donc, du rôle catalytique de ces métaux, en fait, ce qui est connu, c'est qu'en fait, la synthèse des nanotubes est initiée sur des toutes petites particules de métal, du nickel par exemple, ou du fer. Et donc, en fait, il y a une croissance qui se fait, vous voyez, je dirais, à partir finalement de la surface du métal. Ça, c'est un des modèles qui est proposé. Il y en a au moins, il y en a plusieurs. Alors, ce que ça va sous-entendre, en fait, ce procédé, c'est que si vous voulez utiliser, par exemple, ces nanotubes dans des applications biologiques, eh bien, vous pouvez obtenir des très mauvais résultats si vous gardez les métaux, par exemple. Et l'un des problèmes de toxicité, finalement, de ces nanotubes de carbone, c'est souvent le mauvais lavage, l'impureté, etc. Donc ça, ce sont des précautions. Et puis même pour l'étude des propriétés d'une façon générale, il faut vraiment purifier ces systèmes. Alors, ce que vous voyez sur ce transparent, c'est un cliché de microscopie électronique, où, en fait, ce sont des nanotubes de carbone multiparois qui ont été produits justement par ce dépôt en phase vapeur. Donc vous voyez avec des systèmes qui présentent à l'échelle, je dirais, microscopique, à l'échelle du micron, une relativement bonne homogénéité. Alors, comment peut-on optimiser finalement ces méthodes de croissance? Alors ce que j'ai trouvé aujourd'hui, en fait, de relativement bien optimisé, c'est l'exemple suivant, c'est de la synthèse de nanotubes, mais avec du dépôt en phase vapeur assisté par plasma. Et là, c'est ce genre de dépôt, en jouant sur les paramètres de procédé, ça permet d'obtenir des résultats assez intéressants. En particulier, le choix des catalyseurs n'est pas du tout anodin, et la taille des objets que l'on forme, vous voyez, donc ça, ce sont les conditions que j'ai trouvées optimales. Ça permet de travailler également à des températures plus basses. On peut même descendre jusqu'à des températures de l'ordre de 500 degrés. On peut jouer sur la nature des sources et sur la pression pour justement avoir un meilleur contrôle sur la qualité et sur la sélectivité des nanotubes que l'on obtient à la fin. Et donc en particulier, en optimisant ces paramètres, ce que j'ai trouvé de mieux ces dernières années, on peut obtenir des distributions relativement étroites de nanotubes monoparois avec par exemple un taux de nanotubes semi-conducteurs. Je vous ai dit qu'il y avait des semi-conducteurs plus ou moins bons, il y avait des métaux de l'ordre de 90%. Et en plus, on peut, en jouant sur le substrat, obtenir des orientations soit en type forêt, soit en assemblée de nanotubes horizontaux. Vous voyez, ça, ce sont deux exemples. Ici, ce sont des alignements de type forêt, où vous avez finalement 96% des nanotubes là-dedans qui sont semi-conducteurs. Alors la synthèse, je dirais, de base, c'est un tiers, deux tiers. Je dirais, la statistique, c'est un tiers de métaux et 2 tiers de semi-conducteurs. Et donc ici, vous avez, en modifiant finalement les paramètres de procédé, vous pouvez obtenir des semi-conducteurs de tubes horizontaux avec un taux, je dirais, de semi-conducteurs supérieur à 98%. Alors d'autres méthodes, en fait, qui sont basées finalement sur les mêmes concept, mais là, bon, ça c'est l'ingénieur chimiste qui sait modifier finalement les processus de croissance, par exemple, en utilisant des méthodes en dépôt en phase vapeur, mais en utilisant des gabarits, des templates, qui peuvent être en fait, par exemple, dans le cas présent, des membranes d'alumine mésoporeuses ou poreuses, dont donc la taille des pores, on peut parfaitement la contrôler. Et si on fait croître des objets en se servant finalement de ces gabarits, eh bien on va pouvoir obtenir finalement des objets ou des nanotubes avec une certaine morphologie, avec un certain contrôle en fait sur
sur la morphologie et la forme. Hein. Donc après élimination finalement du gabarit, c'est-à-dire de la membrane d'alumine, une alumine, ça s'élimine en fait facilement par un lavage basique, et bien on obtient, vous voyez, ces forêts de nanotubes qui ont un très bon degré de définition. Hein. Ça, c'est ce qu'on retrouve, par exemple, après lavage. Bon, à partir sur ces objets-là, eh bien, on peut faire de la physico-chimie, de la physique intéressante des mesures. Je ne dis pas que ces objets-là sont des objets intéressants pour l'industrie, mais en tous les cas, au niveau d'un laboratoire, c'est des objets sur lesquels on peut relativement travailler. Alors, au niveau, donc, ce qui est important de retenir, en fait, c'est que ces nanotubes, d'une part, si on veut vraiment optimiser les propriétés, eh bien, il va falloir les sélectionner en fonction, finalement, vous voyez, de leur diamètre, de leur longueur, du fait qu'ils sont monoparois ou multiparois, de leurs propriétés, je dirais, de conduction, semi-conducteur ou de chaise, ou de type métallique. Hein. Et donc tout ça, ce sont des propriétés qui vont être associées finalement à un certain type de nanotube. Et les étapes qui vont être vraiment importantes, ce sont les étapes de purification et les étapes d'analyse en fait, de ces systèmes-là. Alors au niveau des étapes d'analyse, essentiellement, ce que l'on utilise beaucoup, c'est les méthodes d'absorption, parce que absorption fluorescence, ça va être très sensible, par exemple, au caractère semi-conducteur ou métallique du nanotube. Les microscopies, parce que là, on visualise, hein, que ce soit par haute résolution en transmission ou par des méthodes de champ proches. Les mesures électriques, puisque ce sont des systèmes qui conduisent les charges, donc on peut faire ça. Mais il y a vraiment une méthode qui est une méthode, je dirais, de base et de routine qu'il faut absolument utiliser quand on s'intéresse aux nanotubes, c'est la spectrométrie Raman, parce que ça donne vraiment une empreinte digitale, en fait, de ce qu'on a fabriqué. Et puis il y a des méthodes de purification sur lesquelles je vais revenir dans quelques instants. Alors au niveau spectroscopie Raman, ça c'est un spectre Raman en fonction du déplacement Raman. Bon, en gros, je dirais pour faire très simple, ça ressemble à une spectroscopie infrarouge. Mais vous avez des modes de phonon, donc des modes de vibration, qui sont très caractéristiques. Par exemple, la basse fréquence, vous avez ce mode de respiration qui est très sensible au diamètre de votre nanotube, donc sa position va vous permettre de mesurer le diamètre. Vous avez des modes qui sont très sensibles à l'aspect semi-conducteur ou métallique, des modes qui sont très sensibles aux contraintes. Donc en fait, l'analyse fine de ces spectres Raman, je dirais, vous donne finalement déjà une première information sur ce que vous obtenez. Alors, par exemple, sur ce transparent, ce que je vous montre finalement, ce sont les spectres Raman, basse fréquence et haute fréquence, de nanotubes de carbone monoparois, ou bien des systèmes multiparois, ou bien double paroi. Donc vous voyez très facilement, déjà rien qu'à l'œil, je dirais sans faire l'attribution des bandes elles-mêmes, eh bien on voit qu'on peut très facilement faire un premier tri de façon relativement évidente. Alors, justement, donc, ce qui va être très important sur les nanotubes, je vous ai dit, c'est de les sélectionner, de les purifier, et puis de les modifier chimiquement, parce que ces modifications chimiques vont permettre non seulement des fonctionnalisations, mais ça va être un moyen de les purifier via des sélectivités qui vont être différentes, et d'utiliser finalement, de coupler finalement ces modifications chimiques avec des techniques de séparation. Alors au niveau des modifications chimiques que l'on peut faire sur un nanotube, il y en a un certain nombre qui sont reportés sur ce transparent. Hein. On peut faire des fonctionnalisations non covalentes par différents types d'interactions, typiquement hydrophobes ou des interactions pi-pi par exemple, puisqu'en fait vous avez tous ces ensembles d'hexagones conjugués qui ne demandent que ça. Vous pouvez avoir des fonctionnalisations en utilisant les défauts qui sont créés au moment de la synthèse sur les nanotubes, ou bien vous pouvez faire des greffages externes en ciblant finalement certaines propriétés ou certaines caractéristiques chimiques et physico-chimiques de votre nanotube. Et puis il y a une autre façon de fonctionnaliser, c'est en fait vous avez un tube, donc finalement la première idée qui vient c'est de mettre quelque chose à l'intérieur. Hein. Donc on va regarder en fait ces différentes approches de la fonctionnalisation. On va commencer par les fonctionnalisations non convalentes parce que celles-ci sont très importantes, justement lorsque vous voulez purifier des systèmes. Alors, les nanotubes, vous avez vu, c'est essentiellement, s'il est très très propre, votre nanotube, c'est essentiellement du carbone. Donc en fait, c'est un système qui va être hydrophobe. Hein.
Donc c'est un système hydrophobe, et donc très souvent, les nanotubes sont des systèmes qui sont agrégés et qui sont très peu solubles dans les solvants. Alors quand on veut solubiliser finalement une particule colloïdale ou un nanotube, eh bien dans un solvant, eh bien on va choisir une molécule amphiphile typiquement, soit un tensioactif, soit un polymère tensioactif, pour justement avoir une molécule un peu schizophrène qui aime les parties hydrophobes et qui aime l'eau enfin, en fonction de l'endroit où on la regarde. Et donc c'est ce qui se passe ici sur ce transparent simplifié, je dirais, où on peut, vous voyez, faire soit des hémimicelles, soit décorer le système avec des blocs copolymères ou des polymères, soit en fait faire des tubes qui sont parfaitement enrobés avec justement des molécules de savon ou des équivalents. Et ça permet, vous voyez, de solubiliser ou de remettre en suspension ces nanotubes et souvent justement de contrôler en fait leur degré d'agrégation. Ce que vous voyez sur cette figure, bon, ça c'est un système dans l'eau. Et donc, vous voyez, il n'y a aucun mélange possible, c'est totalement flocculé, alors que dès que vous ajoutez une petite molécule du type savon, eh bien, à ce moment-là, vous obtenez une dispersion de ces nanotubes dans le milieu, et ça va être important pour la purification, également pour la mise en forme, dans certains cas, au niveau matériaux. Alors là, ce que je voulais juste mentionner, c'est un travail, et ce qui est intéressant aussi, c'est le contexte socio-scientifique de ce genre de travail. Alors, regardez la date, 2000, les années 2000. Hein. Donc ça, c'est un groupe français qui est connu, hein, je connais pratiquement plus de la moitié des auteurs. Et donc, justement, ils ont une très très bonne idée, c'est d'utiliser finalement, vous voyez, pour disperser les nanotubes dans l'eau, des tensioactifs. Bon, ça, c'est une idée, je dirais, normale. Avec un tensioactif, vous voyez une partie qui va aimer, c'est du sodium dodécylsulfate, une partie qui aime l'eau, une partie qui aime plutôt les interactions hydrophobes, donc qui va venir se coller sur le nanotube. Et donc, ça permet de disperser finalement les nanotubes dans de l'eau, et ensuite, en utilisant un processus en fait, d'extrusion avec une seringue, on injecte finalement cette dispersion de nanotubes dans un solvant polymère, une solution d'alcool polyvinylique. Et en même temps que l'on injecte, ce que l'on fait, c'est que l'on fait tourner la platine. Donc ça, c'est assez astucieux, puisque vous voyez, vous formez finalement maintenant des assemblées de nanotubes et vous allez pouvoir former des rubans et des fils. Donc si vous visez justement des choses qui vont aller plus vers le domaine appliqué, c'est une très bonne idée, une très bonne méthodologie. Donc Science 2000. Donc voilà ce qu'ils ont pu faire. Donc vous voyez, faire des fils, des rubans, faire des nœuds, commencer à tester des propriétés mécaniques qui étaient relativement intéressantes. Mais si ensuite, on voit qui a pris le pas là-dessus. Eh bien là, une équipe anglaise, Dalton 2004, qui ont utilisé finalement les mêmes concepts pour enrouler finalement des longueurs un petit peu plus grandes. Hein, et donc ça, c'est du 2004. Alors que finalement, au niveau du concept, il n'y a rien de gagné, c'est la même chose. Donc on n'a pas beaucoup de pétrole, mais on a des idées, mais ça serait bien déjà de pouvoir avoir les moyens. Et je ne mets pas du tout en doute le travail des collègues bordelais, au contraire. Mais très souvent, quand on veut aller plus loin, eh bien, il y a soit une viscosité qui est plus forte, soit des moyens qui ne sont pas là. Donc 2004, voilà, 2013, Science, un groupe américain également, les mêmes concepts, sauf que cette fois-ci, ils ont fait une filature humide haut débit. Vous voyez, et à partir de là, ils font carrément des tambours de 100 et 500 mètres de fil de NTC, avec, vous voyez, des qualités d'empilement qui sont très très intéressantes. Et là on sent qu'on arrive sur le domaine appliqué. Mais l'idée, elle était déjà au départ, en 2000. Et en 2013, on s'en resserre, on la remodule un petit peu pour sortir ce genre de matériaux. Et c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas pu, nous, le faire jusqu'au bout. Alors sur ces matériaux, justement l'article de 2013, ici ce que vous voyez, c'est les propriétés mécaniques normalisées. En noir, c'est les meilleures données de la littérature. Bon, sur la ténacité, le module, les propriétés électriques ou les propriétés thermiques. Et en rouge, c'est justement ces fibres qui sont faites finalement par filature humide, hein, par extrusion en milieu humide. Donc vous voyez déjà au niveau de la qualité des matériaux, il y a un ordre de grandeur. Et quelques propriétés, en émission de champ, eh bien, vous avez des systèmes qui permettent d'émettre des densités de courant de 5800 ampères par centimètre carré. Ce que vous voyez ici, c'est la cathode, l'anode en fait, qui est métallique, et ici la cathode qui est finalement un de ces nanophiles qui a été fait par ce procédé-là.
Et ici, ce que vous voyez, c'est une LED qui a été alimentée justement par 2 fils, 24 microns de diamètre. Ce n'est pas très très gros, et puis bon, ça pèse quand même presque une cinquantaine de grammes. Donc c'est simplement pour valider la propriété, je dirais, d'éclairage et la propriété mécanique du système. Alors d'autres approches en fait d'enrobage non covalent, eh bien à partir du moment où on sait que le nanotube est relativement hydrophobe, eh bien on peut commencer à s'amuser un petit peu avec cette chimie, cette physico-chimie. Bon, globalement, ça c'est une molécule d'amidon, et là, vous avez un certain nombre de OH qui en fait peuvent pointer les groupements hydrophiles vers l'extérieur, et vous avez ici une cage qui ressemble un peu aux cages des cyclodextrines, c'est-à-dire que vous allez avoir une cage qui va être plutôt hydrophobe. Donc si on veut, je dirais, associer finalement ce genre de molécules à des nanotubes pour les protéger et pour les mettre en suspension, eh bien il faut qu'on arrive à enrouler l'amidon en fait avec une forme un petit peu hélicoïdale de telle façon à positionner finalement les nanotubes à l'intérieur. Et ça, c'est un travail qui a été fait par le groupe de Stoddart, le prix Nobel de cette année. Globalement, voilà le principe, c'est-à-dire qu'ils savent, quand ils mettent simplement l'amylose ou l'amidon en contact avec le nanotube, ça ne marche pas. Par contre, ils savent qu'il y a des très jolis complexes qui sont basés sur l'amylose et l'iode. Donc dans une première étape, ce qu'ils font, c'est qu'ils font en fait ce complexe avec des molécules d'iode qui poussent finalement le système à avoir cette conformation-là. Et ensuite, bon, c'est un mécanisme, c'est comme ça qu'il est du piston à petit poids, vous voyez, où finalement le nanotube va vouloir déplacer finalement ces ions iode, mais va se trouver finalement dans une configuration qui va être ad hoc, qui va être intéressante, où justement on va maximiser les interactions hydrophobes entre l'intérieur en fait de cette structure hélicoïdale basée sur de l'amidon et puis les parois du nanotube. Alors d'autres méthodes de fonctionnalisation, interaction entre les nuages pi d'une molécule, bon, typiquement des molécules aromatiques, des polyaromatiques conjuguées, bon, ça se marie très bien. Et donc, on va avoir une interaction associative ici. Et puis, bon, une molécule organique, ça se fonctionnalise également assez aisément, par exemple avec un ester de succinimidyle. Et donc, ça, c'est un très bon groupe partant. Ça veut dire que si je mets une amine à peu près de n'importe quoi en face, eh ben, je vais aller faire directement, je vais aller fonctionnaliser mon système. Et donc, si j'ai une protéine, forcément, les protéines, il y a des amines, puisqu'elles sont construites avec des acides aminés, eh bien, je vais aller pouvoir coupler finalement des protéines sur un nanotube de carbone et éventuellement commencer à réfléchir ou à construire finalement par exemple des biocapteurs ou des molécules ou des systèmes de ce genre. Alors quand je regarde maintenant les méthodes en fait, de purification, je reviens là-dessus parce que justement la modification chimique sur la surface externe, c'est très très important pour arriver à purifier finalement ces nanotubes. Donc je vous ai dit qu'on trouve dans une synthèse, je dirais, courante des amas de nanotubes, on peut trouver des multiparois et on peut trouver également des monoparois qui ont le bon goût d'être à la fois semi-conducteurs pour certains, métalliques, il y a des distributions de taille, de diamètre, etc. etc. Donc vous avez, pour parler je dirais très simplement, vous avez quand même une soupe de nanotubes qui est quand même assez complexe. Donc il faut arriver à faire cette sélection et jouer sur la sélectivité. Alors pour jouer sur la sélectivité, bon, il y a plusieurs exemples. Ça, c'est un travail qui montre que, bon, globalement, bon, on peut accrocher des monobrins d'ADN, parce qu'un monobrin, finalement, ça laisse libre toutes les bases de l'ADN qui ont tout un caractère pi quand même. Et donc, c'est via ce caractère-là que les bases vont pouvoir interagir sur la surface du nanotube de carbone. Et ensuite, eh bien, on peut, puisque l'ADN est chargé, on peut ensuite, dans un deuxième temps, passer finalement ces mélanges ADN nanotubes de carbone sur une résine échangeuse d'anions, par exemple, puisque c'est chargé négativement, ce sont des phosphates. Et là, ce que vous voyez ici, en fait, c'est l'absorption en fonction de la température, le temps d'élution. Et donc, vous voyez les différentes fractions que vous pouvez faire sur cette colonne échangeuse d'ions. Donc là, vous avez finalement le DNA libre qui sort en premier. Et ensuite, vous avez différentes fractions qui sortent à des temps différents et que l'on peut séparer, qu'on peut sélectionner via finalement ce genre de méthode. Alors ici, ce que vous voyez, ce sont par exemple deux fractions qui correspondent
ces deux temps d'élution. Vous voyez, au niveau de la coloration, on en a déjà un qui est plutôt rosé et l'autre qui est plutôt dans le gris. Donc, sans aller faire le spectre optique, eh bien, on voit déjà que là, j'ai un caractère métallique qui va être plus marqué, et là, je vais avoir un caractère beaucoup plus de type semi-conducteur. Alors, voyez ce que ça donne, par exemple, sur cette fraction F47, par exemple, qui est enrichie en métaux. Eh bien, ça, c'est l'AFM. On voit qu'on a un bon degré de dispersion de ces nanotubes. Et quand on fait les mesures, je dirais, par exemple, électriques, on voit qu'une grande majorité des nanotubes qui sont dans cette fraction, pas tous, hein, ce n'est pas un système parfaitement pur, ont une composante métallique. Donc, de la même façon, on peut isoler la deuxième fraction, hein, en faisant, par exemple, une chromatographie par exclusion de taille, si on a une distribution de taille sur les nanotubes, et dans un deuxième temps, à nouveau, une chromatographie par échange d'ions. Et là, finalement, ces nanotubes modifiés par absorption d'ADN permettent, vous voyez, d'isoler, finalement, de façon relativement propre, en fait, des nanotubes qui vont avoir des propriétés dans le domaine, en fait, des semi-conducteurs. Alors, il y a une autre méthodologie qui est utilisée pour la séparation, qui est assez intéressante, qui permet de séparer les nanotubes semi-conducteurs des nanotubes métalliques, qui est basée sur de l'électrophorèse, mais ce n'est pas une électrophorèse, je dirais, habituelle en perméation de gel ou ce genre de choses, mais c'est une électrophorèse qui va être développée finalement en appliquant un champ alternatif. Et donc la sélectivité va se faire essentiellement sur la constante diélectrique du matériau, et un métal et un semi-conducteur, c'est très différent. Et ce que vous voyez ici, ces filaments, ici, ce sont finalement les nanotubes métalliques qui sont venus se coller sur les électrodes. Donc ça, c'est un moyen de séparer. Donc c'est intéressant au niveau d'un laboratoire, parce qu'après, je peux récupérer au niveau industriel. Vous comprenez tout de suite que c'est autre chose. Mais au niveau d'un laboratoire, ça veut dire que ça va permettre de faire des études et d'étudier finalement les différents objets que j'aurais formés de façon relativement propre. Dernière méthode de purification que j'ai trouvée particulièrement intéressante, c'est basée sur l'ultracentrifugation. Alors, en général, les gens, quand vous pensez en fait à ultracentrifugation, vous pensez finalement quelque chose qui tourne, vous allez accélérer, vous avez une force gravitationnelle, et essentiellement, c'est le coefficient de sédimentation qui va contrôler finalement ma séparation des espèces. Alors, il y a d'autres méthodes qui sont des méthodes d'ultracentrifugation dans un gradient de densité. Et là, ce qui va me faire la sélectivité sur les espèces, ce n'est pas simplement le coefficient de sédimentation, c'est finalement la force de flottage, la force d'Archimède. Et donc, je vais pouvoir séparer de façon beaucoup plus propre, justement, des distributions de nanotubes de carbone. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un tube qui est passé, en fait, dans lequel on a rajouté, finalement, un tensioactif pour les mêmes raisons que j'ai évoquées précédemment. Ce qu'on a utilisé dans ce tube-là, c'est cette molécule, vous voyez, c'est un cholate, qui présente une très bonne affinité pour les nanotubes. Et ce que vous voyez ici, des différentes zones, une zone assez noire qui correspond à ces agrégats de nanotubes, et puis ensuite vous les sélectionnez par taille avec ce premier tensioactif. Donc vous avez une relativement correcte, une très, très correcte première sélection. Alors ensuite, en jouant finalement sur des mélanges de tensioactifs, vous arrivez, parce que ce tensioactif-là est très très sélectif des nanotubes, donc en fait il s'accroche très très bien. Tout ce qui est à base de SDS, ce sont des tensioactifs qui n'ont pas du tout les mêmes positionnements sur les surfaces des nanotubes et donc sont un petit peu moins bons. Mais le mélange des deux peut être optimum justement pour séparer, par exemple, sur cette fraction-là, par exemple, une fois que j'ai fait cette première séparation, je peux faire une deuxième séparation avec un deuxième mélange de tensioactifs pour séparer, par exemple, les composantes métalliques des composantes semi-conducteurs, puisque finalement les affinités de ces surfaces-là pour ces différents tensioactifs vont être différentes. Alors ce que vous voyez ici, c'est la deuxième séparation où il y a une partie des gros agrégats qui a continué à être enlevés, et ici vous avez en fait les semi-conducteurs qui sont ici, vous avez la lecture du spectre optique ici, et donc vous voyez qu'on a essentiellement isolé des nanotubes de carbone semi-conducteurs, et dans cette petite frange-là bleutée, eh bien, vous avez essentiellement les nanotubes de carbone métallique.
Donc en fait, c'est une méthode qui est assez performante, à nouveau, au niveau du laboratoire. Arriver à extrapoler ça au niveau industriel, ça ne doit pas être, je dirais, évident, mais ça donne quand même des résultats qui sont assez intéressants. Alors, au niveau des modifications chimiques, modifications covalentes, alors ça, je vais passer assez vite parce que on en a pas mal discuté dans mon dernier cours sur les fullérenes, parce qu'on va retrouver finalement des surfaces aromatiques avec un certain caractère aromatique, et que les meilleures façons de fonctionnaliser cela, en fait, ce sont des réactions d'addition, des nucléophiles ou autres, qui sont très bien connues dans la chimie des carbones aromatiques et des éthyléniques. Alors bon, évidemment, le nanotube de départ, eh bien, vous avez un certain nombre de défauts. Hein, par exemple, quand vous faites des lavages acides pour enlever simplement les catalyseurs ou autres, eh bien, en général, vous pouvez former, comme dans le cas des fullérenes, finalement, ces groupements acides. Vous avez également, puisque ce sont des mélanges acide-oxydant, vous avez ces réactions d'oxydation qui sont possibles. Donc, votre nanotube peut être fonctionnalisé. Et à partir de ça, vous pouvez, sur ces carboxylates, par exemple, faire des couplages avec des fonctions amines ou autres. Hein. Donc, vous avez ce que je viens de dire, en fait, des réactions d'oxydation qui sont faciles, et à partir de ces réactions d'oxydation, sur ces acides carboxyliques, bon, c'est de la chimie assez simple, vous pouvez faire des esters, vous pouvez faire des amides, par exemple. Vous pouvez également, finalement, utiliser, pas n'importe quelle amine, mais des amines à longue chaîne sur un greffage covalent, pour finalement solubiliser, vous voyez, solubiliser plus facilement les nanotubes dans des solvants organiques de type THF. Mais bon, en fait, tout ça, ça découle des mêmes principes. Vous pouvez utiliser un petit peu tout ce qu'on a vu dans la dernière leçon, c'est-à-dire pour finalement jouer sur une double liaison, pour former ces cycles à 3, 4, des cycles à 5 ou des cycles à 6, parce que finalement vous avez des réactivités de ces surfaces de nanotubes qui sont également très proches de celles des fullérenes, de ce qu'on a discuté la dernière fois. Donc ça, c'est des réactions que je vous ai montrées la dernière fois, donc des réactions de type Woodall, donc avec des systèmes à base de diazométhane. Donc une première cycloaddition dipolaire 1,3, et ensuite élimination de l'azote pour former ce genre de cycle. Et puis ça, la fameuse réaction de Prato. Donc Prato sera là au colloque. Hein. Donc vous verrez, il a fait bien d'autres choses que cette réaction-là. Et donc je ne donne pas les détails puisqu'on l'a déjà discuté dans mon dernier cours. Hein. Donc c'est un système qui permet facilement, vous voyez, avec un acide aminé et puis du formaldéhyde, finalement, de former des azométhinylides qui réagissent sur ces doubles liaisons pour former des cycles à 5. Et donc, ces cycles à 5 peuvent être également fonctionnalisés dans une deuxième étape. Alors, une méthode, en fait, de couplage et de modification covalente qui est assez intéressante, c'est la formation de composés diazoïques. Globalement, on peut coller des composés diazo sur une surface de carboné pour aller faire, vous voyez, du carbone-carbone. En gros, il y a une méthode chimique et une méthode électrochimique. En général, la méthode électrochimique est plus propre, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous faites créer ces défauts, ces réactions d'ancrage, vous transformez finalement vos nanotubes, ceux qui sont métalliques, de toute façon, sont tous transformés en semi-conducteurs. Parce que finalement, quand vous regardez les diagrammes d'énergie en fonction des densités d'état, c'est que vous ouvrez un gap finalement en créant ces défauts par l'addition d'un composé diazoïque. Hein. Donc en fait, si maintenant je choisis mon composé diazoïque ici pour qu'il porte un groupement qui peut être ionisable, eh bien je vais pouvoir faire une électrophorèse et séparer mes nanotubes. Vous voyez, bon là le chimiste ou le physico-chimiste peut commencer à faire plein de choses qui sont, je dirais, facilement accessibles. On peut vraiment jouer d'une façon très riche sur cette chimie. Alors bon, il y a une autre façon de fonctionnaliser ces systèmes, c'est en utilisant en fait des carbènes. Les réactions des carbènes sur les doubles liaisons, c'est très très bien connu. Mais à nouveau, le carbène, une fois qu'il est ancré, eh bien, il y a une modification finalement des recouvrements possibles. Et donc, qui dit modification des recouvrements, eh bien, dit modification des propriétés électriques. Et quand on passe d'un métal, quand on amoindrit ses propriétés de conduction, on va vers un semi-conducteur. Et c'est ce qui est obtenu dans la plupart de ces cas-là. Deux autres exemples de greffage covalent. Vous voyez, ça c'est une fonction carboxylite. Ensuite, bon, j'ai fait un couplage azote, avec une amine. Et puis là, on peut mettre à peu près n'importe quoi. Là, c'est un complexe qui permet
de complexer des cations, et là c'est un cation vanillyle, donc c'est un système supporté qui a été utilisé pour faire de la catalyse par exemple. Là, ça c'est typiquement la réaction de Prato que je vous ai décrit tout à l'heure, hein, rapidement. Donc à partir de là, vous pouvez coupler à peu près n'importe. C'est très souvent utilisé comme une réaction de couplage, hein, sur ces systèmes fullérenes ou nanotubes. Et puis là, bon, vous voyez, si je continue là, j'ai un petit halogène. Pourquoi? Parce qu'il me faut un halogène, une molécule polymérisable avec des doubles liaisons et un catalyseur de cuivre. Ce sont les conditions pour la polymérisation radicalaire contrôlée. Et à partir de là, je vais faire des composites en contrôlant très bien en fait, la longueur de mes maillons polymères. Alors, vous savez que dans les réactions de polymérisation radicalaire, bon, il y a la radicalaire sauvage, je dirais, qui vous donne en fait des tas de dispersions dans les polymères que vous fabriquez. Alors l'intérêt justement, c'est d'arriver à faire des polymères bien calibrés. Et justement, tout ce qui est polymérisation radicalaire contrôlée, avec ces systèmes dormants à base de catalyseurs à base de cuivre, eh bien, vous obtenez finalement un très bon contrôle finalement sur les espèces polymériques que vous formez. Alors ce qui se cache derrière ça, eh bien, c'est les couplages avec les polymères. Et je vous ai dit, les nanotubes de carbone, c'est ces systèmes qui sont conducteurs, qui ont des très bonnes propriétés de conduction thermique, qui ont des très bonnes propriétés mécaniques. Et donc, si on couple ça avec des polymères, eh bien, on va obtenir des matériaux avec des propriétés améliorées, avec des propriétés mécaniques, de conduction, d'élimination également des aspects thermiques et autres. Donc, c'est une voie, par exemple, d'accès à ces couplages covalents. Alors, ce dernier exemple de modification à l'intérieur, enfin par modification covalente, eh bien, ce sont simplement des nanotubes de carbone qui ont été dopés. Vous voyez, on a enlevé certains carbones par de l'azote. Et là, vous avez finalement la réaction de réduction de l'oxygène, en fait, en électrocatalyse, qui correspond finalement à cette réaction-là. C'est une réaction à 4 électrons, donc en général, les réactions à 4 électrons, ce n'est pas facile à faire, qui forment de l'eau. Et là, vous avez finalement la réponse électrochimique d'un catalyseur avec un métal noble, le platine, les nanotubes de carbone non dopés, et puis, je dirais, des nanotubes de carbone dopés azote, dans lesquels, finalement, on a optimisé un peu mieux la réponse. Et au niveau donc, des densités de courant en particulier, pour des potentiels à peu près équivalents, ce que vous voyez, c'est que globalement, entre le platine et le nanotube de carbone dopé azote, eh bien, on a un facteur 4, sachant que le platine, c'est déjà un catalyseur très très intéressant, sauf qu'il est très cher. Et donc là, avec du charbon, en gros, on arrive à avoir des propriétés de catalyse qui sont, je dirais, pas du tout mauvaises. Alors, dernière partie sur les aspects fonctionnalisation. Les fonctionnalisations, je dirais, internes, endohédrales. Ce que je vous disais, c'est que globalement, eh bien, on a un tube, on a une cavité. Et bien, dans cette cavité-là, eh bien, on va pouvoir y rentrer un certain nombre de molécules, hein, non seulement des molécules, mais également des nanoparticules. Alors bon, on a un semi-conducteur ici qui est le nanotube de carbone, qui est N. Donc c'est typiquement un donneur d'électrons. Hein. Donc si je mets une molécule qui est bien connue, qui est le TCNQ, qui est bien connu pour accepter les électrons, eh bien je vais avoir un complexe à transfert de charge, et donc je vais pouvoir finalement remplir mon nanotube avec ce genre de molécules. Et éventuellement, ben, vous voyez, je vais vous montrer quelques exemples assez rapidement, avec par exemple des composés de cobaltocène. Finalement, là, la force motrice au moment de l'insertion, c'est un changement de l'état d'oxydation du cobalt. Et donc ce que vous voyez ici, c'est la microscopie électronique, et on voit finalement ces taches un petit peu plus sombres qui correspondent justement au complexe cobalt cycloplatadinyl qui ont été insérés finalement dans les nanotubes de carbone. Des brins d'ADN, on peut également les insérer. Donc là, je passe assez vite. C'est pas... Également, vous voyez des molécules un petit peu plus grosses. Et je dirais qu'a priori, la première étude, la première analyse, on ne comprend pas très bien l'affinité entre l'intérieur du nanotube et cette molécule. Ça, c'est un cube constitué de 8 silicium au sommet d'oxygène qui font les jonctions, mais chaque sommet a un hydrogène. Et en fait, l'affinité, elle est essentiellement due, c'est un hydrogène qui est très polarisé, c'est une liaison SiH,
Et en fait, l'affinité, en fait, elle est essentiellement due justement à des interactions entre ces hydrogènes et les cycles aromatiques. Et ça, ce sont des interactions hydrogènes aromatiques qui sont assez connues et qui, au niveau énergétique, sont loin d'être négligeables. Alors là, c'est le dessin, le cartoon. Et ce que vous voyez ici, c'est la microscopie électronique, justement, qui vous permet de voir en fait ces petites cages, on ne les voit pas très bien, mais on les devine, hein, qui sont insérées au sein du nanotube. D'autres types de composés, eh bien, on peut faire cristalliser en fait des sels. Bon là, des cristaux de sel, c'est plus facile à visualiser par microscopie électronique, le contraste est plus marqué. On voit très clairement en fait, la cristallisation par exemple d'un iodure de potassium au sein finalement de ces nanotubes. Donc ça, ce sont des possibilités. Ça donne des idées pour faire autre chose d'ailleurs. Ensuite, le couplage fullerène nanotube. Typiquement, c'est le système des petits pois en fait, dans la cosse. Hein. Et globalement, le fullerène lui-même c'est un système aromatique, hein, et le nanotube également. Donc vous allez avoir des interactions privilégiées entre le fullerène et la paroi du nanotube. Alors au niveau des affinités, au niveau énergétique, on se retrouve avec des énergies de l'ordre de 3 électronvolts, ce qui n'est pas négligeable parce qu'en fait, je vous rappelle que les énergies de cohésion des fullérides, ce qu'on a vu la dernière fois, donc les fullerènes, quand ils s'empaquettent pour former les solides, eh bien, c'est à peu près le double simplement. Donc en fait, cette interaction est loin d'être négligeable, elle est très, très conséquente. Ça, ce sont justement des photos de microscopie électronique qui vous montrent, vous voyez, c'est très joliment aligné, tous ces fullerènes à l'intérieur d'un nanotube. Alors, en jouant sur la taille des nanotubes et les concentrations à fullerènes, eh bien, vous voyez, je me déplace vers les grandes tailles ici, eh bien, je vais agencer finalement à l'intérieur de ces nanotubes les fullerènes de différentes façons. C'est un peu le même principe. Si je changeais la taille de mes petits pois, eh bien, autour de cet arbre central, j'aurais différentes façons de les agencer. Hein, donc ici, vous voyez, dans un tube de petite taille, eh bien, globalement, j'arrive à mettre 2 rangées de fullerènes, c'est ce que vous voyez là. Quand j'agrandis la taille, eh bien, la conformation la plus favorable, c'est l'hélicoïde. Hein. Et puis quand j'élargis encore la taille, eh bien, là je mets des ensembles de 3 fullerènes, hein, que l'on arrive très bien à compter sur ces clichés de microscopie électronique une fois que, bien sûr, qu'on les a agrandis. Alors la chimie avec les fullerènes, à nouveau, on peut jouer, hein, c'est sûr qu'à partir du moment où on a un tube et des ballons, les chimistes savent jouer. Alors le C60, on a vu ça la dernière fois, c'est vraiment quelque chose de très sphérique, alors que si on prend un autre type de fullerène comme le C70, bon, c'est une forme qui est un petit peu plus allongée, du type ballon de rugby. Et donc là, en fonction de la taille du nanotube que je vais sélectionner pour faire l'insertion, eh bien, je vais obtenir différents types d'organisation. Dans le cadre du C70, donc du ballon de rugby, eh bien, si j'ai un système relativement étroit, eh bien, je vais les positionner plutôt dans ce sens-là. Alors que si j'ai un nanotube un petit peu plus large, vous voyez, bon, les différences ne sont pas énormes à ce moment-là, je vais avoir un empilement. Je vous montre des dessins, mais les microscopies électroniques montrent ce genre de choses. Hein. Le C60, eh bien, bon, si c'est relativement serré, eh bien, je vais aligner mes billes, et si je leur donne un petit peu d'espace, eh bien, je vais pouvoir avoir des conformations en zigzag. Hein. Donc des fullerènes dans les nanotubes peuvent être non seulement les fullerènes simples, mais également des fullerènes complexes avec des fonctionnalités. Donc on peut faire une certaine chimie en fait dans les nanotubes, dans ces espèces confinées. En général, les options de remplissage qui sont choisies et qui marchent relativement bien, ce sont des milieux type CO2 supercritique. Hein. Les solvants, c'est important. Moi, j'en parle pas parce que je ne veux pas non plus vous fatiguer avec tous les aspects chimiques, mais le solvant a vraiment son importance. Donc vous voyez, ça c'est une réaction d'oxydation du fullerène pour faire l'époxyfullerène. L'ouverture en fait de ce cycle se fait au-dessus de 200 degrés. Hein, et puis vers 260 degrés, lorsque vous mettez en contact simplement ces molécules, eh bien vous faites des polymères. Des polymères, vous voyez, qui sont relativement désordonnés, puisqu'il y a des degrés de liberté qui sont possibles dans l'état, je dirais, dans l'état liquide. Alors si vous confinez ces systèmes-là, eh bien finalement les degrés d'association, l'organisation va être différente. Hein.
Ça, c'est en fait des nanotubes de carbone qui ont été remplis justement avec ces époxyfullerènes. Et ensuite, bon, bah, on enclenche les réactions, on remplit d'abord le système et ensuite on enclenche les réactions chimiques pour essayer de coupler les fullerènes. Et là, eh bien, globalement, tous les enchaînements sont têtes queue. On a vraiment un système qui est parfaitement organisé, il n'y a plus les mêmes degrés de liberté, et donc on arrive à organiser les assemblages de fullerènes polymériques. Bon, pareil ici, en jouant sur le rapport époxy-fullerène, fullerène simple, je dirais, eh bien, on va jouer sur les oligomères que l'on forme, des dimères, des trimères, etc. Et donc, à nouveau, à l'état libre, eh bien, ce sont des systèmes qui sont très souvent coudés. Par contre, si on fait la même réaction à l'intérieur d'un tube, bon, bah, le résultat, ça va être d'obtenir des dimères ou des trimères qui, eux, vont être relativement bien alignés. Ça se voit, vous voyez ici sur cette photo en particulier, on voit très bien le triplet qui est bien aligné, il n'y a pas d'angle. En fait, bon, ça, c'est jouer un petit peu sur la chimie en milieu confiné. Alors si je viens maintenant, si j'arrive aux propriétés finalement de ces nanotubes de carbone, pourquoi finalement ce sont des systèmes étudiés? Ce n'est pas simplement pour la beauté de la chimie, que moi j'apprécie énormément, mais c'est également pour leurs propriétés. Très haute résistance à l'attraction, très flexible, très haute résistance à l'attraction, je me répète, très élastique, vous voyez, faible coefficient de dilatation thermique, conductivité électronique qui peut être élevée avec les semi-conducteurs ou les métaux, haute conductivité thermique, des facteurs de forme, donc une anisotropie très élevée. Et donc ça va entraîner des propriétés efficaces, par exemple, pour tout ce qui est émission de champ, parce que vous allez avoir des systèmes qui vont ressembler à des nanoparatonnerres. Et donc vous allez pouvoir, en fait, utiliser ces systèmes dans des applications comme les transistors ou autres. Et puis également une densité, vous voyez, acier 7,8, aluminium 2,7, même les bons polymères, les polymères qui sont avec des super 1,45, mais les nanotubes de carbone, on est encore en dessous. Donc on est encore plus léger, avec toutes ces propriétés-là. Donc vous comprendrez qu'au départ, NEC et IBM se sont un peu excités sur les nanotubes de carbone, ce qui était logique, et maintenant bien d'autres. Alors, des très bons conducteurs thermiques, ce que je voulais simplement vous montrer ici, c'est ça. C'est la stabilité des nanotubes de carbone en température. Sous air, 750 degrés, ce qui est pas mal. Et si vous travaillez sous vide, 2800 degrés. Donc en fait, c'est des systèmes qui sont relativement, par rapport à des tas d'autres, qui sont bien stables. Alors voilà un exemple d'application, c'est le transistor à effet de champ, dans lequel vous avez un substrat conducteur P. Vous sélectionnez un nanotube conducteur N, et donc typiquement, en fait, en contrôlant la tension de la grille, eh bien, vous allez contrôler finalement la barrière de potentiel que vous allez positionner au niveau de votre semi-conducteur. Ce qui veut dire que ceci va être une porte ouverte ou fermée en fonction de cette tension. Hein. Et donc ça, ce sont des systèmes assez faciles à... Ici, vous avez simplement positionnement, vous voyez, d'un nanotube sur deux électrodes. Hein, et donc ce sont des systèmes assez faciles à positionner puisque vous avez finalement des objets anisotropes et donc qui sont relativement facilement manipulables. Ça, c'est un exemple en fait de système qui va émettre en fait électroluminescent. Alors en fait c'est basé sur le même principe que le transistor à effet de champ, sauf qu'ici si vous jouez en fait vous avez des électrodes différentes et si vous jouez finalement sur les jonctions et sur les potentiels de la grille, vous pouvez créer deux jonctions un peu antagonistes aux deux extrémités. En fait, deux barrières de potentiel qui font que vos trous vont pouvoir se véhiculer, les trous vont être véhiculés vers la gauche et les électrons vers la droite. Et quand vous avez un électron et un trou qui se rencontrent, eh ben, ça crée de la chaleur, c'est sûr, mais ça crée également de l'électroluminescence. Et là, ça crée par exemple une lumière rouge, infrarouge, pardon, fortement polarisée. Hein. Donc ça, ce sont des applications également qui peuvent être faites. Alors, on parlait tout à l'heure de paratonnerres, en fait. Donc, vous avez là cette forme, en fait, de ces conducteurs en nanotubes de carbone. Et donc, vous avez en fait une intensification du champ électrique par effet de pointe, hein, ce qui peut permettre d'arracher des électrons. Et les électrons peuvent aller rentrer en collision avec des luminophores, hein, en général avec une combinaison de 3 pixels, les couleurs, je dirais, fondamentales. Et à partir de ça, vous allez créer un écran et créer de la lumière. Hein.
Donc, ce sont des choses qui peuvent être faites. Vous voyez, là c'est une microscopie en balayage qui vous montre en fait justement ces nanotubes de carbone qui en fait c'est des mini paratonnerres, hein, pour faire simple. Et donc ces électrons injectés vont aller heurter finalement à nouveau des luminophores et pour produire, en général c'est un mélange de trois couleurs, si je vous disais, et qui vont produire une image. Hein. Donc vous avez par exemple, ça c'est le type d'alignement qu'on peut obtenir avec des nanotubes de carbone. Vous voyez, l'échelle ici c'est 10 microns. Donc en fait il y a un contrôle qui est pas mal du tout, qui est même très bien. Et ça c'est des écrans, bon ça fait déjà quelques années, hein, des écrans plats à base de nanotubes qui avaient été développés par Samsung. Bon, il y a eu des progrès depuis, mais globalement ce sont des systèmes qui datent de, je dirais, des années 2000 typiquement. Alors quand on regarde les propriétés mécaniques des nanotubes de carbone, que ce soit le module Young, la résistance à la traction ou l'allongement à la rupture, eh bien, bon, en fonction de si c'est un multiparoi ou un monoparoi, etc., eh bien, on a des propriétés mécaniques qui vont varier, mais globalement, on est toujours dans le haut du tableau. Hein. C'est-à-dire, vous voyez, bon, je prends les chiffres, autour de 1 terapascal en module Young, vous voyez, entre 50 et 100 gigapascal en résistance à la traction, et des allongements à la rupture qui sont entre 15 et 20%. Hein. Et donc là, quand on compare aux matériaux, je dirais, plus classiques, les plus performants en particulier, eh bien on voit que les nanotubes de carbone présentent un grand nombre d'avantages. Hein. Non seulement ils sont 100 fois plus résistants que l'acier, plus légers, en plus ils sont conducteurs d'électricité si besoin, et ils peuvent évacuer la chaleur. Alors au niveau des applications de ces nanotubes, bon, il y en a des très connus, des classiques, typiquement les composites dans le sport, hein, que ce soit les bicyclettes de champions et de moins champions, maintenant je crois que ça s'est démocratisé, hein, aussi, les raquettes de tennis, les gilets, je dirais, protecteurs paraballes, les blindages pour éviter finalement les décharges électrostatiques, hein, les transistors, je vous en ai parlé, également des enduits de peinture anti-salissure sont faits à base de nanotubes. Donc vous allez voir dans un second exemple, non seulement la coque peut être faite sur une base de composite avec des nanotubes pour les propriétés mécaniques, mais également, je dirais, l'antimicrobien et les antisalissures peuvent être également, les nanotubes peuvent contribuer également à ce genre de propriétés. Bon, globalement, ici, vous avez différents types de mise en forme, des fibres et des stratifiés, ou bien des feuilles de nanotubes. Les applications fibres et stratifiées, ce sont les propriétés mécaniques, par exemple, de coques de bateau, ou pas d'automobile aujourd'hui, mais de coques de bateau, mais pourquoi pas plus tard. Et puis également, au niveau de ces feuilles et de fils en nanotubes de carbone, eh bien, vous avez soit tout ce qui est câble coaxial, ou les blindages électromagnétiques. D'autres applications, transistors, mémoire, interconnexion électronique, les interfaces thermiques, hein, par exemple dans les amplificateurs de haute puissance, ce sont des systèmes qui sont assez faciles à mettre en œuvre et qui finalement également ont des propriétés de conduction thermique qui sont remarquables. Donc le meilleur concurrent, ça va être le graphène, j'en parlerai la prochaine fois, mais il est clair que ce sont déjà des matériaux très intéressants. Au niveau donc des poudres de nanotubes de carbone, les batteries, bien entendu, comme composants dans les batteries. Hein. Donc il y a déjà des tas de publications et des tas de travaux qui mentionnent finalement l'utilisation des nanotubes. Dans certaines conformations, c'est-à-dire quand on réussit à faire justement ces peignes de nanotubes relativement resserrés avec des espaces, je dirais, internanotubes, je dirais de l'ordre du nanomètre, avec justement des tailles de tubes bien calibrées, c'est intéressant pour des supercondensateurs. Donc là, la mise en forme, elle est difficile, elle est loin d'être évidente. Cellules solaires, puisqu'on a des semi-conducteurs N, donc ça peut être une des composantes. Et puis également, vous voyez, des filtres pour l'eau, à partir de mousses de nanotubes ou d'ensembles ou de films de nanotubes tressés. Alors voici par exemple une très belle image qui vous montre finalement des nanotubes haute densité monoparois totalement orientés par rapport à un substrat. Où on arrive à des hauteurs qui sont de l'ordre de 2,5 mm. C'est la taille de ce qu'on arrive à faire, vous voyez, la taille de l'allumette. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent être faites aujourd'hui, mais qualité, quantité, ça reste quand même un défi dans ce domaine.
malgré les développements qui ont déjà eu lieu. Et c'est vraiment un défi qu'il faut absolument réussir à surpasser, ou à vaincre, pour aller plus loin en termes d'application. Alors en termes d'application, où est-ce qu'on en est? Ça, ce sont par exemple une photo que j'ai trouvée dans les données d'Arkema. C'est un pilote producteur à Lac. Il n'est pas tout récent. Ça, c'est typiquement quelque chose qui a été fait dans les années 2000 ou même avant. Et ça, ce sont des plots de nanotubes des pelotes de nanotubes de carbone. Et l'agrandissement vous montre en fait ces fils en fait, de nanotubes de carbone. Donc ça peut être produit en quantité relativement raisonnable. Et lorsqu'on fait une analyse de ce qui est produit aujourd'hui au niveau mondial, ça c'est l'évolution en tonnes de nanotubes de carbone en fonction du temps. Là, on est aux alentours de 10 000 tonnes par an. Hein, à peu près, c'est des chiffres qui tournent autour de 10 000 tonnes par an. Alors si on regarde maintenant le nombre de producteurs de poudre et de dispersion, donc ceux qui font vraiment la synthèse des nanotubes, ben, il y en a 33 dans le monde, ce qui a été répertorié récemment dans un article dans Science. Des fabricants d'appareils de synthèse, c'est-à-dire CVD, toutes les méthodes de synthèse que je vous ai montrées précédemment, eh bien, il n'y en a que 4. Et les compagnies développant ou vendant des produits et des systèmes à base de nanotubes, 53. Donc ça reste malgré tout une communauté qui est relativement malgré tout restreinte en nombre. Hein. Alors, au niveau donc des publications, et je vais finir là-dessus, ce que vous voyez très clairement, c'est l'envolée en fait des nanotubes dans les années 92-93. Donc même si avant je vous ai dit, ben oui, les nanotubes, il y en avait, c'était caractérisé, mais il y a vraiment eu un boom, et il y a vraiment eu toute une communauté qui s'est mise au travail à partir justement des articles d'Ijima et de Bethune, donc NEC ou IBM. Et donc vous voyez la montée, et là globalement, hop, on arrive à, bon, je dirais que c'est plus ou moins vrai à 2000 publiés, hein, les chiffres. C'est une analyse qu'on a fait récemment, donc on arrive presque à 20 000 là. On a l'impression qu'on est sur un plateau, et ça, ce sont les brevets internationaux. Alors là, vous voyez, pareil, la montée, et puis là, on arrive sur quelque chose qui commence à être au niveau d'un plateau. Vous verrez dans les prochaines leçons avec le graphène a repris finalement un petit peu la vedette aux nanotubes de carbone, au moins au niveau des publications, je dirais, scientifiques. Et on voit vraiment que le graphène, lui, il est en montée constante, alors que les nanotubes de carbone commencent à être un peu plus sur un plateau. Ce qui ne veut pas dire que les applications intéressantes dans un premier temps, elles sont déjà là avec les nanotubes de carbone. Voilà, je vais finir ma leçon sur ce transparent en vous rappelant qu'il y aura énormément de compléments par rapport à tout ce que je viens de vous dire au cours finalement du colloque sur les carbones et matériaux carbonés. Et je vous remercie pour votre attention.